Monsieur Laurent Mukieli, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous étiez invité pour ouvrir le conseil scientifique de l'IHU. Vous avez proposé un texte que nous vous invitons donc à lire maintenant pour que le public puisse y avoir accès. Merci. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, je remercie d'abord évidemment l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection et son directeur pour cette invitation à venir participer et ouvrir vos journées annuelles de conseil scientifique. J'en suis tout à fait honoré. Il m'est nécessaire de commencer cet exposé par quelques déclarations de non-intérêt. Je n'ai évidemment à déclarer aucun conflit d'intérêts avec aucune puissance politique ou économique. Je suis sociologue, ce qui signifie que, sauf exception locale, la plupart des élus se contrefichent de ce que le résultat de mes recherches peut bien donner. Quant aux enjeux financiers en relation avec des entreprises privées, je n'en ai aucun non plus, et surtout pas en rapport avec des questions médicales, puisque c'est la première fois de ma vie que je m'y intéresse à titre professionnel. Mais, disent les gens qui m'interpellent dans la presse et sur les réseaux sociaux, vous avez certainement d'autres conflits d'intérêts qui expliquent pourquoi vous avez ce comportement extrêmement suspect qui consiste à prendre au sérieux ce que disent les gens de l'IHU. Alors on m'a d'abord suspecté d'être simplement un Marseillais. Il y aurait un match, Paris-Marseille, et je serais donc avec Marseille contre Paris. Suspicion stupide en ce qui me concerne, puisque en réalité j'ai passé la plus grosse partie de ma carrière en région parisienne, que j'habite à la campagne, que je travaille à Aix-en-Provence, que je n'apprécie pas spécialement la ville de Marseille et que je ne m'intéresse pas du tout au football. En d'autres termes, l'IHU aurait été implanté à Bordeaux, à Nantes ou à Brest, et il se serait appelé l'IHU Atlantique Infection, que ça n'aurait strictement rien changé à l'histoire en ce qui me concerne. Alors on m'a ensuite suspecté d'être un obligé de Didier Raoult, car il se trouve que je connais son fils, Sacha, qui est maître de conférence à la faculté de droit d'Aix-en-Provence et chercheur associé à mon laboratoire. On m'a alors inventé une relation hiérarchique avec lui, ce qui est juste faux. Puis on a imaginé que j'étais forcément un ami de la famille. Là encore, c'est pure bêtise. C'est après avoir publié un premier article sur l'affaire Didier Raoult, le 29 mars 2020, et l'avoir envoyé pour information à tous les membres de mon laboratoire sur la mailing list, que nous avons tous reçu en réponse un courriel de Sacha Raoult, me remerciant pour avoir tenu des propos raisonnés à l'égard de son père. C'est ce jour-là que nous avons tous découvert ce lien de parenté. À vrai dire, il faut vraiment ne rien connaître du milieu universitaire pour s'imaginer que les personnes qui sont inscrites dans un même laboratoire ou dans un même département d'enseignement disciplinaire sont tous les meilleurs amis du monde et passent leur week-end ensemble à griller des saucisses sur le barbecue ou dans la cheminée selon la saison. Quant à l'IHU et à son désormais célèbre directeur, je dois confesser que je n'en avais jamais entendu parler avant le mois de février 2020. Et j'en ai même un peu honte, puisque en revanche, lui me connaissait, et c'est un proche qui m'a fait découvrir a posteriori la chronique qu'il avait consacrée à un de mes travaux dans le magazine Le Point il y a quelques années. Voilà, je suis sincèrement navré, mesdames et messieurs, d'avoir dû commencer mon intervention par ce genre de considérations personnelles qui peuvent paraître et qui sont en vérité dérisoires. Mais tel est le niveau du débat public aujourd'hui en France. On s'attaque beaucoup plus aux personnes qu'on ne discute leurs idées. Et ceci n'est hélas pas surprenant du point de vue sociologique. La situation actuelle n'est que la poursuite et l'amplification d'une tendance diagnostiquée notamment par mon collègue Romain Badouard, qui enseigne en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2 et qui est membre du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Dans son livre intitulé « Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs, propagande », paru en 2017, il analyse ce qu'il appelle la brutalisation des échanges, au sens d'un double processus de banalisation et de légitimation de la violence dans le débat public, qui semble aujourd'hui à l'œuvre dans différents espaces de discussion en ligne. Fin de citation. Chacun se souvient comment, à la toute fin du siècle précédent, l'avènement d'Internet a suscité des espoirs nouveaux d'approfondissement ou de renouvellement de la démocratie. Désormais, chacun allait pouvoir s'exprimer, les sans-voix allaient la retrouver, les médias allaient devenir participatifs, les petits allaient pouvoir s'exprimer au même titre que les gros. Quelle naïveté. En réalité, la plupart des réseaux sociaux et des forums de commentaires des articles de presse sont principalement des lieux de défouloir et d'invective, où n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, et où l'anonymat permet de s'affranchir de la plus élémentaire civilité. Internet et les réseaux sociaux sont par ailleurs contrôlés et surveillés par leurs propriétaires.
Google et Facebook et quelques autres entreprises multinationales sont les véritables maîtres du jeu, profitant de la naïveté de nombre de nos concitoyens qui les utilisent sans retenue ni précaution. La presse indépendante n'existe quasiment plus. Les grands journaux sont la propriété de milliardaires qui investissent là comme ailleurs, et les rédactions ne gardent avec eux quelques distances que grâce à leur cofinancement par l'État, ce qui crée une autre forme de dépendance que, je crois, nous constatons assez clairement à l'occasion de la crise actuelle. À bien des égards, les journalistes réputés spécialistes en santé des grands médias, journaux, radio, télévision, s'avèrent en effet incapables de prendre une véritable distance d'analyse critique par rapport à la communication gouvernementale. Disons-le, beaucoup d'articles de presse sont en réalité des sortes de copier-coller des communiqués de presse du ministère de la Santé. Quant au mécanisme de la décision politique, il me semble moins transparent, moins collaboratif et plus volatile que jamais. Au final, notre démocratie me semble à certains égards un peu à l'agonie, et c'est, à vrai dire, la principale chose qui m'inquiète dans toute la crise actuelle. Alors vous me pardonnerez, je l'espère, cette trop longue introduction de circonstances. J'en viens au cœur de mon exposé, que j'ai donc intitulé, avec une pointe d'humour évidemment, « Que viens-je faire dans cette galère ?» C'est Aristote qui disait, au IVe siècle avant l'ère chrétienne, que la philosophie commence avec l'étonnement. Et ce qu'il appelait philosophie par opposition au mythe s'appelle aujourd'hui science. Je cite Aristote, « Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se présentaient les premières à l'esprit. Puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils étendirent leur exploration à des problèmes plus importants. Ainsi donc, si ce fut bien pour échapper à l'ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, c'est qu'évidemment ils poursuivaient le savoir en vue de la seule connaissance et non pour une fin utilitaire. » Fin de citation. Je suis donc là, aujourd'hui, parce que l'étonnement a guidé ma réflexion, l'étonnement a amené le questionnement, qui a exigé l'investigation, qui a débouché sur la publication, un circuit des plus simples. Alors j'ai d'abord été étonné par le confinement général. Sans être un spécialiste de l'histoire moderne et contemporaine des épidémies, je m'y étais intéressé jadis au cours de ma formation universitaire, qui s'est faite en partie en histoire. J'avais quelques livres sur le sujet, et on en trouve évidemment facilement aujourd'hui sur Internet. Et il n'est nulle part question de confinement général de la population. J'ai donc fait rapidement l'hypothèse que ce dernier cachait en réalité autre chose, et il m'a semblé, après quelques investigations, qu'il cachait une absence de stratégie de santé publique, une pénurie de moyens médicaux, lits d'hôpitaux, tests, masques, etc., et une simple imitation de nos prédécesseurs, chinois, italiens et espagnols. Je n'y insiste pas davantage ici. J'ai ensuite été étonné par certains des arguments employés pour essayer de discréditer Didier Raoult et le protocole de l'IHU. Qu'on trouve le personnage excentrique, orgueilleux, bavard, autoritaire ou que sais-je, pourquoi pas, mais je ne vois pas le rapport avec la question de la compétence professionnelle. Qu'on critique les publications en rafale en rappelant que la quantité ne fait pas la qualité, pourquoi pas, mais il faudrait alors démontrer et non pas simplement présupposer la faible qualité en question. Qui est allé y voir de près ? Personne à ma connaissance. Je relève au passage qu'il faut de surcroît une certaine hypocrisie pour ne pas voir que c'est tout notre système institutionnel qui pousse à faire de la quantité. Ce n'est pas l'IHU qui a inventé le classement de Shanghai en 2003, pour dire les choses. Enfin, deux arguments employés contre l'IHU et son directeur m'ont paru particulièrement influents auprès de beaucoup d'universitaires et de journalistes scientifiques, ou supposait-elle, alors même qu'ils sont en réalité très contestables. Le premier argument est politique. Si j'avais su dessiner, j'aurais projeté devant vous une diapositive avec un graffiti qui aurait représenté au fond la tête de Didier Raoult, avec en dessous cette phrase « Trump m'a tué ». En déclarant en effet au tout début du mois d'avril que l'État fédéral américain allait constituer des réserves d'hydroxychloroquine, Trump a non seulement achevé de faire classer Didier Raoult à droite politiquement, comme les soutiens des personnalités de droite de la région avaient déjà commencé à le faire, mais il l'a de surcroît associé à la diabolisation dont Trump est l'objet en France, de manière générale, et dans la gauche et le centre politique en particulier. Alors qu'on me comprenne bien, je n'ai évidemment aucune forme de sympathie pour Trump, je suis un intellectuel de gauche, c'est de notoriété publique, et je suis fier de l'être, je porte en effet des valeurs et des sensibilités qui m'ont été transmises par ma famille. Mais avoir des valeurs ne signifie pas adhérer à une idéologie quelconque.
Et j'aborde les idéologies en ce qu'elles conduisent toujours à diviser le monde entre amis et ennemis. L'idéologie mène au sectarisme. Beaucoup de gens, notamment parmi mes amis universitaires de la gauche intellectuelle et politique, sont malheureusement des gens sectaires. Ils n'ont tout simplement plus pu écouter tranquillement Didier Raoult ou d'autres médecins de l'IHU à partir du moment où ils l'ont étiqueté homme de droite soutenu par Trump. Pour nombre d'entre eux, que je connais bien, c'est malheureusement aussi simple que cela. Et c'est un vrai manque à la fois d'intelligence et d'honnêteté intellectuelle. Car en vérité, quand nous allons tous voir notre médecin, nous ne nous demandons pas pour qui il a voté aux dernières élections. Nous allons le voir pour qu'il nous soigne. Arrivent enfin les arguments dits scientifiques. Chez la quasi-totalité des personnes qui ne cessent d'attaquer l'IHU dans le débat public, ce sont bien entendu ces arguments d'apparence neutre et rationnelle qui sont le plus volontiers mis en avant. Pourtant, je pense que pour beaucoup d'entre eux, d'une part, ce sont des rationalisations a posteriori, c'est-à-dire que les personnes ont d'abord une opinion, ensuite des arguments, et non l'inverse. D'autre part, ce sont des arguments d'autorité, répétés en boucle par des gens qui n'ont généralement ni pratique médicale, ni pratique scientifique des données quantitatives. Pour ma part, s'il me semble clair que le tout premier article de votre équipe, portant sur 42, puis en réalité 36 patients, s'apparente à un bricolage dans l'urgence, l'accuser de fraude ou de le rejeter en bloc au motif qu'il ne pratique pas la randomisation ni le contrôle par groupe placebo m'apparaît un sectarisme qui est le contraire de l'esprit scientifique. Ne pas comprendre que dans l'urgence on fasse comme on peut et qu'on progresse au fil du temps, en science comme dans le soin, est bien sot ou bien hypocrite à mes yeux. Par ailleurs, ne pas savoir que la randomisation n'apporte pas de gain fondamental dans l'administration de la preuve est une preuve, pour le coup, d'inculture scientifique. Ceci est écrit noir sur blanc dans quantité de revues médicales, récemment PLOS ONE, Medicina, ou encore plus récemment le New England Journal of Medicine. Mais je le sais aussi par analogie avec mon métier, les sciences sociales. Ayant supervisé et participé directement à des enquêtes en population générale dans des villes, je pense ici à ce que nous appelons dans notre jargon les enquêtes de victimation, je me suis posé, après bien d'autres, la question de la constitution et de la fiabilité de l'échantillon interrogé. L'enquête se passant par téléphone, nous prenions l'annuaire de la ville. Mais fallait-il tenter d'appeler tout le monde, en commençant par A? Ou fallait-il prendre un numéro tous les 10 ou tous les 100, technique qu'utilisent régulièrement les historiens dans les archives? Ou bien encore fallait-il tirer au sort les numéros appelés? Et puis le fait qu'une partie des abonnés soit sur liste rouge, constituait-il un problème? Ces questions ont été discutées depuis longtemps, à l'INSEE, à l'INED, au CNRS et ailleurs. Et la réponse est: le fait d'adopter l'une ou l'autre de ces techniques ne change pas significativement les résultats des enquêtes, dès lors que 1. L'échantillon est suffisamment volumineux, 2. L'échantillon est suffisamment représentatif de la population générale. Le vrai problème de ce type d'enquête, comme de tous les sondages du reste, est qu'en raison de son mode même de passation, il n'interroge pas les populations marginalisées socialement. Autrement dit, le principal problème qui peut éloigner les chercheurs d'une bonne compréhension de la réalité n'est pas la technique statistique qu'ils utilisent, mais la qualité des données qu'ils manipulent en amont de tout traitement statistique. Et c'est pourquoi, en sciences sociales, aucune connaissance véritable ne peut jamais reposer uniquement sur des enquêtes quantitatives. Il faut toujours les coupler, les croiser avec des enquêtes qualitatives, la recherche dite sur le terrain. Dès lors, si je transpose ces principes au champ médical, ceci m'amène à mieux comprendre la contestation de l'hégémonie de l'evidence-based medicine et à soutenir la valeur des études observationnelles de grandes cohortes de malades et à faire au moins autant confiance à des médecins qui parlent de personnes qu'ils ont soignées qu'à ceux qui parlent uniquement de ces entités abstraites que sont les unités statistiques dans une base de données. Mon troisième étonnement est survenu dès la fin du mois de mars, lorsque le ministre de la Santé a restreint drastiquement la liberté pour les médecins généralistes de prescrire les médicaments qu'ils jugent appropriés pour soigner leurs patients.
introduisant ainsi une rupture entre médecine de ville et médecine hospitalière, comme il y a eu également dans cette crise rupture entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, ainsi qu'entre la médecine publique et la médecine privée. Comme le confinement, une telle décision est à ma connaissance inédite dans l'histoire de la République. Et elle est à mes yeux incompréhensible, tant il m'apparaît au contraire évident que les quelques 100 000 médecins généralistes et derrière les quelques 130 000 infirmières libérales sont les soignants qui sont les plus proches de la population, au contact direct, ayant souvent la confiance des familles. En contact également avec les personnes âgées, dont on sait qu'elles sont les plus exposées, qu'elles soient à domicile, en maison de retraite ou en EHPAD. Comment une stratégie globale peut-elle concevoir de se passer de l'ensemble de ces soignants de première ligne ? Comment peut-on leur demander de se contenter de donner du paracétamol aux personnes infectées, en attendant que la situation se dégrade éventuellement et qu'il faille les hospitaliser, tout en disant par ailleurs qu'on redoute un engorgement des hôpitaux, qui a bien eu lieu dans certaines régions ? Le citoyen que je suis ne comprend pas, et le chercheur que je suis ne comprend pas non plus. Si je devais simplifier au maximum et utiliser une métaphore militaire, qui me parle aussi pour des raisons familiales, je dirais ceci. Le président de la République avait dit que nous étions en guerre. Nous avions un super bombardier, l'IHU, qu'on a simplement laissé voler au-dessus de sa base. Et nous avions une infanterie, les soignants de première ligne, qu'on a laissé se reposer à la caserne. Et on espérait gagner la guerre. Alors voilà, j'ai trouvé tout cela étrange. J'ai donc investigué. Je suis parvenu à la conclusion que la polémique centrée sur la personne de Didier Raoult était en réalité une diversion, un écran de fumée, un écran épais certes, et dont il a lui-même, nolens volens, contribué par moments à épaissir la fumée. Mais il m'est pourtant apparu que l'enjeu de cette polémique n'était pas seulement une personne, mais aussi deux autres choses. D'abord une institution, l'IHU, à qui les décideurs parisiens ne voulaient donner aucune forme de leadership dans la réponse stratégique globale, lors même que cette institution a été créée et financée par les pouvoirs publics dans ce but depuis plusieurs années. Et ensuite, il m'est apparu que l'enjeu était aussi les médicaments, puis les vaccins, donc l'industrie pharmaceutique. Alors, entendons-nous bien, chers collègues, je ne confonds aucun rôle, je suis sociologue, un peu historien, un peu juriste, mais ni médecin, ni microbiologiste. Je ne sais pas dans quelle mesure l'hydroxychloroquine peut prévenir le développement et ou réduire la létalité de la maladie appelée Covid-19. Et dans l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, je ne sais pas lequel des deux est le plus efficace, ni quelle vertu biologique exacte à leur combinaison dans l'organisme humain, a fortiori si on y ajoute du zinc. Je ne sais pas tout cela. Je sais en revanche 7 choses. Premièrement, je sais que l'hydroxychloroquine ne peut pas avoir la toxicité que certains lui ont prêtée. Vous l'avez tous dit, j'ai également consacré modestement un article nourri de données de pharmacovigilance sur mon blog, tellement cet argument m'a paru une contre-vérité. Je ne détaille pas davantage ce point qui est trop évident pour vous. Deuxièmement, je sais que les statistiques publiques de mortalité indiquent qu'on est mort moins souvent du Covid dans les Bouches-du-Rhône que dans d'autres départements très urbanisés, comparables et également touchés par l'épidémie. J'ai également publié sur ce sujet au cours de mon enquête et vous avez également connu, que vous avez montré à l'IHU, vous n'avez connu à l'IHU qu'une très faible mortalité. Et à moins de prouver que vous avez caché des morts dans les placards ou sous les lits de réanimation, on ne peut rien faire contre ce constat. Troisièmement, je sais que l'hydroxychloroquine fait objectivement concurrence à un autre médicament, le remdesivir, qui est la propriété d'un industriel, Gilead, et qui coûte très cher. Nous sommes plusieurs à avoir documenté ce point. Je sais que cet industriel déploie une stratégie de lobbying et de trafic d'influence depuis plusieurs années pour placer ce médicament antiviral à la prochaine épidémie. Je fais donc l'hypothèse que l'épidémie de coronavirus a constitué une aubaine pour cet industriel, une aubaine potentielle, et qu'il avait dans cet objectif créé des liens, voire des conflits d'intérêts, et placé ses pions par avance à l'OMS et dans les organismes de recherche médicale de plusieurs pays, dont la France. Il est en effet public, et cela peut se vérifier en quelques clics sur les sites de transparence du monde médical, que ceci concerne certains membres du Conseil scientifique Covid-19,
ainsi que nombre de médecins qui ont tiré à boulet rouge sur l'IHU et son directeur sur les plateaux de télévision françaises à partir du mois de février et au moins jusqu'au scandale du Lancet fin mai, début juin. Quatrièmement, je sais que les essais comparatifs français et européens, qui étaient censés trancher sur l'efficacité des différents médicaments disponibles, ne donneront jamais de résultats, car ils ont été arrêtés officiellement faute de patients. Je sais que ces essais étaient pilotés par des médecins qui étaient a priori très hostiles à l'IHU et à son protocole. Là encore, ceci est public, si on veut bien se renseigner. Il est donc légitime de se demander, sans préjuger de la réponse, si l'insuffisance du nombre de patients est la seule raison de leur arrêt, ou bien si dans certains cas il ne pourrait pas y en avoir une autre, comme par exemple le fait que certains premiers résultats aillent plutôt dans le sens de l'IHU. Cinquièmement, je sais que parmi les dizaines d'études qui prétendent tester l'efficacité des médicaments contre la Covid, celles qui ont été régulièrement mises en avant dans le débat public français, toutes randomisées qu'elles soient, ont pour point commun de ne jamais tester réellement votre proposition thérapeutique. Soit parce que les sujets sont des patients hospitalisés dans un état déjà grave, soit parce que les dosages prescrits n'ont rien à voir avec les vôtres, soit parce que l'hydroxychloroquine est prescrite seule et non associée à l'azithromycine. Sixièmement, je sais que dans tous les livres que j'ai lus sur la réponse aux épidémies, il est écrit qu'il faut tester, isoler et soigner les personnes contaminées. Je sais que c'est ce que l'IHU a fait et continue à faire, et je me demande pourquoi cela n'a pas été fait à l'échelle nationale. Je me demande pourquoi ce qui a été accompli ici a été non seulement réputé impossible ailleurs, mais encore, et c'est beaucoup plus grave, dénigré pendant des mois par les autorités sanitaires et politiques, avant que les stratégies ne changent du tout au tout, sur ce point comme sur d'autres, et qu'on se mette à tester tout azimut la population à partir du mois de juillet. Enfin, septièmement, je sais que le ministre de la Santé et son cabinet, le directeur général de la Santé, les membres du Conseil scientifique, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament, les membres du Haut Conseil de santé publique ou encore de la Haute Autorité de santé, et tous les médecins qui s'expriment sur les plateaux de télévision à longueur de journée, ne peuvent pas ignorer mes 6 premiers points. À partir de là, il est donc légitime de se demander pourquoi ils contribuent, activement ou passivement, à laisser se développer des rumeurs ou de fausses informations sur l'IHU, et pourquoi ils passent sous silence des faits aussi indiscutables que les 6 qu'on vient simplement de rappeler. Alors il est temps de conclure, j'arrive au bout du temps de parole imparti. Vous me pardonnerez de commencer de terminer comme j'avais commencé, par une petite remarque personnelle à destination de tous ceux qui me critiquent, voire m'insultent, moi aussi, depuis le début de cette polémique. Un jour d'avril dernier, un collègue sociologue, également directeur de recherche au CNRS, m'a écrit pour me demander quel coup de folie m'avait atteint et a cru nécessaire de me prévenir que j'étais en train de ruiner ma carrière. Alors je lui ai répondu que je me suis toujours engagé dans ma vie intellectuelle, que je me trompe peut-être complètement dans mon analyse, et que si un jour c'est avéré, je ferai publiquement mes excuses. Mais en attendant, nous sommes le 14 octobre 2020, et ceux qui se plaisent à me demander ces excuses, souvent avec arrogance, m'ont jusqu'à présent opposé des arguments d'une telle faiblesse intellectuelle et scientifique que de cela non plus je n'ai pas peur. Je vous remercie pour votre attention.